Bonjour à tous. Donc on va attaquer cette session de 15 heures, donc, qui s'intitule L'innovation au service de la décarbonation des industries. Donc je vais animer cette session. Je m'appelle Julien Fluzin, je suis ingénieur au pôle de compétitivité Cap Énergie. Et notre rôle, notre organisation, regroupe plus de 500 entreprises. Et ces entreprises travaillent toutes dans la production des énergies bas carbone ou la décarbonation des activités. Donc autour de nous, nous avons 4 acteurs dont vous avez les noms sur le panneau, qui sont des acteurs de la décarbonation des industries. Ils vont tous se présenter pour vous expliquer un petit peu dans quel domaine ils travaillent et pourquoi leurs activités sont innovantes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'industrie est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, ça vous le savez tous, et que dans les besoins industriels, la chaleur est le premier. C'est-à-dire entre 60 et 70% des besoins d'énergie chez les industriels sont la génération de chaleur pour les process, les fours, la production de vapeur et les industries lourdes aussi. Donc voilà, je vais laisser nos intervenants se présenter et expliquer en 2 minutes voilà, qui ils sont et ce que fait leur structure. Voilà, je t'en prie. Bonjour à tous. Bon, le son est fort. Frédéric Thévenot, donc, je suis directeur du business développement pour la société Evatech. Je suis également cofondateur, parce qu'en fait, j'ai créé la société H2P qui a fusionné avec Evatech il y a 2 ans maintenant. Et puis également, je suis président de France Cleantech Industrie, qui est une association qui regroupe des sociétés françaises innovantes dans la décarbonation de l'industrie. Evatech, nous sommes les spécialistes de la valorisation de chaleur fatale industrielle, et plutôt haute température à partir de 200 degrés, tout ce qui est au-dessus de 200 degrés. La chaleur fatale, pour tout le monde, c'est la chaleur qui généralement sort d'un processus, par exemple un four ou une industrie quelconque qui va avoir un processus qui va utiliser la chaleur. La chaleur fatale est celle qui va sortir de la cheminée, qu'on va essayer de récupérer pour la valoriser sous différentes formes. Bonjour à tous, Christophe Poncelet, je suis ravi d'être là. Je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Propellan. On est une PME basée en Île-de-France. On travaille aussi avec la chaleur fatale comme Evatech et mon ami Frédéric. La différence, c'est que Evatech va utiliser la chaleur fatale, par exemple à 200 degrés, et la convertir en électricité pour la valoriser. Nous, on a des pompes à chaleur industrielles haute température. On va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va récupérer des stocks de chaleur fatale, des gisements de chaleur fatale à basse température, typiquement entre 20 et 40 degrés, dont l'usine n'a pas forcément une grande utilité. Ça serait très bien dans le tertiaire ou le résidentiel, mais pas dans une usine. La première particularité des pompes à chaleur Propellan, c'est qu'on est capable de monter à partir d'une source de chaleur à 30 degrés à 200 degrés ou plus. L'important, ce n'est pas celui qui monte le plus haut. Par contre, l'important, c'est de pouvoir valoriser avec de bien meilleurs rendements que le gaz ou l'électricité la production de chaleur sur ces segments. Il faut savoir qu'entre 100 et 400 degrés, ça représente à peu près 37% de la chaleur dans l'industrie. Donc il y a énormément de besoins en agroalimentaire, en chimie, en pharma, etc. sur ces puissances-là, sur ces températures-là. La deuxième particularité, c'est qu'on est capable aussi de faire du froid. Et donc d'amener en même temps qu'on produit de la chaleur, du froid, refroidissement pour un procédé. Et la troisième particularité, c'est qu'on a du stockage de chaleur qui nous permet de faire de la flexibilité autour de la pompe à chaleur elle-même. Voilà, je suis ravi d'être là, on pourra en discuter plus tard. Je laisse la parole à mes collègues qui, eux, ont d'autres solutions tout aussi innovantes. Guillaume, je t'en prie. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Arnaud, je suis ingénieur commercial en charge du développement des activités d'Enogia pour la France et le Royaume-Uni, Europe de l'Ouest au sens large, si je suis un peu plus vaste, excusez-moi. Donc Enogia, c'est une société qui est experte dans la conception et la fabrication de turbomachines, et tout particulièrement de ce que je vais appeler les ORC. Donc l'acronyme vaut pour Organic Rankine Cycle, ou en français cycle de Rankine organique. C'est des petites machines, des petits modules qui ont la capacité de capter de la chaleur fatale. Donc vous voyez, on continue dans cette thématique-là de valorisation de chaleur perdue, mais pour la convertir uniquement en électricité. La différence principale avec la technologie qu'on a énoncée en premier avec Evatech, c'est que nous, on va plutôt capter des gisements basse à moyenne température. On peut couvrir le spectre entre 70 et 200 degrés.
Donc tout gisement de chaleur perdu pouvant provenir d'un process industriel, d'un incinérateur de déchets dangereux, de sources géothermiques, de groupes électrogènes stationnaires par exemple, comprises entre 75 et 200 degrés, peut être valorisé en électricité pouvant être autoconsommée directement sur site via un de nos équipements standards. Donc voilà, on fait ça depuis 2009. On est basé pas très loin d'ici, sur Marseille, et on assemble nos turbines et nos skis d'ORC dans nos locaux sur place à Marseille. Voilà, merci. Merci Stéphane. Bonjour, je suis Stéphane Martin, Alto Solutions. Alto Solutions produit de la chaleur solaire entre 100 et 500 degrés pour les industries. Alors la chaleur solaire, évidemment, on en a besoin dans les industries, comme tu le disais Christophe, pour sécher, cuire, distiller, chauffer. Et cette chaleur, elle est produite très massivement aujourd'hui dans le monde, pas uniquement en France, mais dans le monde, elle est produite par de la combustion d'énergie fossile, en particulier du gaz. Donc ce qu'attendent nos clients d'Alto Solutions, c'est d'abord évidemment de décarboner ou de participer à la décarbonation de leurs procédés industriels, en grand 1. En 2, de le faire à des prix compétitifs, mais surtout stables, lisibles. Il n'y a rien de plus inconfortable que d'avoir de la variation de prix dans le temps. Et puis, bien entendu, de participer à leur souveraineté énergétique ou leur indépendance énergétique, c'est-à-dire d'avoir une décarbonation qui soit significative. Pour illustrer cela, je peux vous parler juste d'un client qui est une industrie agroalimentaire. Notre premier client, qui est à l'Île-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, c'est une industrie qui a besoin de 170 degrés pour cuire ses préparations culinaires. Eh bien, nous lui substituons, écoutez bien ce chiffre, 75% de sa consommation de gaz, avec de la chaleur solaire. 75%, c'est pas à la marge. À un prix compétitif, et puis stable, puisqu'on a fait un contrat d'achat de chaleur. Et décarboné. J'espère bien, bah oui, forcément. Alors en tout cas, avec une empreinte carbone extrêmement faible. Les trois, alors comment on fait ça? On fait ça avec ce qu'on appelle le solaire à concentration, avec des, je vais le dire d'une manière très simple, avec des collecteurs cylindro-paraboliques, on va dire que c'est des demi-tubes. Des miroirs sont collés dessus. Un tube circule en leur centre. Dans ce tube, il y a un fluide caloporteur qui est chauffé à la température désirée, qui va ensuite passer par une aire de stockage, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir redistribuer la chaleur à des moments où il n'y a plus de soleil, la nuit par exemple. Et puis on arrive au procédé client en équipant en fonction de la nature de la chaleur désirée, donc là un évaporateur, un échangeur, etc. Et pour finir là-dessus, on a 3 innovations chez Alto Solutions. La première réside dans les collecteurs eux-mêmes, qui sont en béton, ce qui permet d'éviter de faire des fondations enterrées, donc de dénaturer les sols. La deuxième innovation repose sur le procédé de cintrage à température ambiante des miroirs, ce qui permet de maintenir une qualité optimale de réflectivité des miroirs. Et puis la troisième innovation qui est plus récente, qui nous a permis de monter à 500 degrés, c'est justement le travail sur le fluide caloporteur lui-même. Et on est à Aix-en-Provence, en l'occurrence, on est régionaux. Merci Stéphane. Justement, ça fait une très bonne transition parce que tu parles d'innovation, donc tu les as énumérées, ce qui est un point important de notre intervention aujourd'hui. Chacun d'entre vous, si vous pouviez me résumer en 2-3 minutes, pourquoi aujourd'hui on a besoin d'innovation pour décarboner, pourquoi on n'utilise pas les solutions déjà disponibles, pourquoi quelque part on a entendu si tard pour développer les solutions qui permettent de décarboner. Parce que bon, on a des choses très technologiques depuis longtemps, on a toute une infrastructure, et aujourd'hui, il manque ces innovations. Donc, comment ça se fait? Alors, je vais commencer là-dessus sur quelque chose de simple. D'habitude, l'invention, la nécessité est la mère de l'invention. Quand on parle de décarbonation, l'industrie est difficile à décarboner. Pourquoi? Ce n'est pas un problème technique. Il y a 50 ans, il y avait des chaudières électriques, ça fonctionnait très bien. Il y en avait installé partout et ça aurait permis de décarboner hier. On peut le faire aussi demain matin et on ne le fera pas. Et pourquoi? Parce que l'électricité est 2 fois plus chère structurellement que le gaz. Et donc, quand moi, industriel, je produis de la chaleur industrielle avec de l'électricité, je double mes coûts d'exploitation. Si je suis un consultant avec 2 PC, ça m'est égal. Quand une grosse partie de ma marge part dans les coûts énergétiques, c'est important. Donc il y a d'abord le fait qu'on pouvait résoudre des problèmes actuels il y a très longtemps, on ne l'a pas fait parce qu'on a un problème économique. Donc l'innovation, ça n'est pas qu'une innovation technique, c'est comment résoudre le problème technique de façon économique.
Le deuxième, c'est il y a des nouveaux enjeux différents. Demain matin, un gars qui a une casquette rouge à Washington peut décider qu'il va tripler le prix du GPL vers l'Europe. Demain matin, on peut ne plus avoir de gaz qui arrive. Donc ça, c'est côté gaz. L'électricité peut changer. Il y a énormément d'enjeux qui font que la plupart des solutions techniques qu'on pouvait imaginer avant ne seront pas forcément pérennes dans le temps. On en reviendra à l'innovation. C'est chacun amène de façon un peu différente, en fonction de différents facteurs géographiques, économiques, des innovations différentes. Là, je parle pour les pompages chaleuristes, le joyeux club des gens qui remontent la température. La grande innovation qui est portée par nous et par d'autres sociétés aussi, c'est le fait de pouvoir monter la température à partir d'une chaleur fatale basse à des températures beaucoup plus hautes que ce qui se faisait avant. Avant, on avait des pompes à chaleur qui montaient jusqu'à 80-90 degrés, pas beaucoup au-dessus. Maintenant, on peut aller plus haut. Donc ça, c'est une innovation qui a été portée par ce besoin justement de décarboner. Nous, notre credo, c'est de pouvoir faire de la chaleur électrique au prix du gaz. Donc décarboner par un facteur 6 sans surcoût. Il y a d'autres secteurs, la valorisation, je vais les laisser expliquer, mais l'innovation, elle est venue du fait qu'il y a des changements qui font qu'il y a des opportunités qui se créent pour rendre une technologie économique. Ouais. Ça va, Julien? C'était une très bonne introduction sur l'innovation. Alors, en complément, moi je pense que dans les 15 dernières années, on a vécu, on a découvert ce que ça voulait dire que la décarbonation est plutôt le CO2. Il y a 15 ans, personne ne connaissait le CO2 et personne s'en préoccupait. Ensuite, on a eu le Covid, on a eu l'Ukraine, on a eu Trump. Il y aura d'autres choses demain. Aujourd'hui, il y a deux paramètres qui sont liés, c'est le prix de l'énergie et les émissions de CO2. Et ça tombe bien. Quand on veut décarboner, on réduit aussi le coût énergétique bien souvent, pas toujours. Donc il faut trouver des solutions qui permettent de rendre plus efficaces, plus efficientes nos entreprises, nos industries, et en même temps de décarboner. Donc, ça peut paraître la quadrature du cercle, et pourtant c'est possible, il y a des solutions, et c'est souvent par l'innovation qu'on les trouve. Si je prends le domaine que je connais bien, donc la chaleur fatale, donc la chaleur perdue, dont on ne sait pas comment lui donner une valeur en fait, cette chaleur, avec des outils assez simples qui n'existaient pas forcément, mais qui sont aujourd'hui accessibles, qui ont fait l'objet de beaucoup de travaux de R&D, de beaucoup de sociétés, à la fois que je connais bien, des gens qui sont là, mais aussi d'autres dans les associations qu'on connaît, France Clean Tech. Aujourd'hui, toutes ces solutions, elles permettent de produire de l'électricité, de la chaleur décarbonée à des coûts raisonnables, avec des investissements, avec des ROI qui sont acceptables. Et en fait, ça passe par de l'innovation. Ça n'existait pas, ça existe maintenant, et on commence à le déployer. Oui, tout à fait d'accord avec les deux premiers aspects qui ont été évoqués. Vraiment cet aspect aussi résilient dans le temps. Je pense que pour les enjeux stratégiques, chaque industriel, vision court, même moyen terme maintenant, avec la fin de l'AREN qui va arriver déjà d'ici 2026, doit prévoir un certain moyen de production locale de son énergie, que ce soit au niveau de chaleur, s'il a des besoins en chaleur conséquents sur son site, ou alors en électricité décarbonée aussi à l'échelle locale. Pour moi, c'est très très important. Et l'innovation permet d'aller chercher des gisements qu'on pensait peut-être pas adressables au départ. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la pyramide là, qui est érigée par l'ADEME, où on voit les principaux postes sur lesquels on peut retrouver de la chaleur fatale, avec en premier lieu et au plus simple à valoriser tout ce qui va être haute et moyenne température. Et c'est vrai que plus on descend en bas de la chaîne de cette pyramide, plus vous trouvez beaucoup de chaleur à disposition, une quantité de chaleur vraiment colossale, mais c'est aussi celle qui est la plus complexe à valoriser, avec des technologies qui sont classiques. Et l'innovation permet justement d'aller chercher dans le bas de cette pyramide, vraiment là où la quantité de chaleur la plus importante est disponible, pour en faire quelque chose de directement exploitable sur site, pour être résilient dans le temps. Merci. Alors, je vais prendre un peu le contre-pied de tout ça, parce que la question finalement, c'est, si j'ai bien compris Julien, c'est pourquoi innover et pourquoi innover face à l'urgence climatique. Il y a un truc qui me gêne dans la phrase en fait. Urgence et innovation.
Ça ne va pas trop ensemble. Il y a une temporalité qui me gêne un peu. Donc moi, ce que je vois en tout cas, là, dans la région, quand je dis la région, c'est Grand Sud-Est, ce que je vois, c'est beaucoup d'industriels qui ont à leur disposition déjà un certain nombre de procédés dits classiques qui leur permettent d'optimiser leurs procédés, donc notamment sur la chaleur, mais pas que, leurs procédés industriels d'une manière générale. Et tous ne l'ont pas fait. Si vous êtes industriel, vous, dans la salle publique, est-ce que vous avez déjà vraiment optimisé tous vos procédés technologiques, industriels, de A jusqu'à Z, en passant par la récupération de chaleur, qui me paraît être une évidence absolue? Est-ce que vous l'avez fait vraiment, avant d'aller chercher l'innovation? Ça, c'est le premier point. Oui, vous l'avez fait. Bravo. Mais c'est ça, en fait, on a entre 10 et 20% de rendement possible. J'entends pas tout ce que vous dites, monsieur, mais si ça remonte à 40 ans, vous pouvez recommencer à nouveau, peut-être. Il y a maintenant d'autres procédés. Ah. Bon, Amine Boucliassen, Société Boom Écologie Industrie. Voilà. Donc, bravo quand même pour votre présentation, parce que là, je m'aperçois qu'il y a quand même des choses qui se feront en termes d'innovation. Et je voudrais m'adresser à monsieur Stéphane Martin. C'est bien ça. Lorsque vous avez parlé d'énergie solaire, et vous avez parlé surtout non pas l'énergie solaire captée par les photovoltaïques, mais par un système d'échange. Et vous avez parlé aussi d'obtenir un niveau de 500 degrés, qui est quand même une bonne réussite. Okay, mais en parallèle, vous avez parlé aussi d'une industrie agroalimentaire pour le traitement. Alors, je ne sais pas si c'est un traitement de stérilisation à hauteur de 150 ou 175 degrés. À ce niveau-là, il y a quand même un delta que vous devez récupérer. Ou est-ce que c'est ce qu'on peut appeler, là je viens d'apprendre un mot, l'énergie fatale, ou la chaleur fatale? Non, merci pour votre question. J'y réponds très brièvement et puis je finis mon intervention. On calibre les champs solaires en fonction de la température qu'on cherche à atteindre. Donc on ne va pas jusqu'à 500 et puis on en perd 330. Heureusement. Mais bravo, merci pour votre question, elle est intéressante. Donc je finis juste là-dessus. Alors juste pour terminer sur cette intervention, moi je ne suis pas technique, je ne suis pas ingénieur. Je vais vous parler d'une autre innovation qu'il ne faut peut-être pas mésestimer non plus. Ça s'appelle l'innovation financière. Il y a des modèles économiques qui se mettent en place de plus en plus, qui sont hyper intéressants et qu'il faut absolument brosser quand on est industriel et qu'on réfléchit à la décarbonation. Ce n'est pas uniquement technologique. Et vous le savez bien, puisque au moment de prendre la décision, c'est ce qui va grandement orienter vos choix, évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, comme tu le disais Frédéric. Donc les contrats, par exemple chez Alto, on s'inspire de ce qui se fait dans le photovoltaïque, monsieur, pour mettre en place des contrats d'achat de chaleur sur 20 années. Ça aussi, c'est innovant. Je vais vous dire en quoi c'est innovant. Ce n'est pas brevetable, mais quand je vais voir les assurances, je comprends à quel point c'est innovant pour tout le système. Quand je vais voir les banquiers, aussi. Donc là aussi, il y a de l'innovation, pas uniquement technologique. Merci pour cette intervention. Donc on a vraiment 4 aspects qui sont ressortis et qui sont intéressants. Il y a la nécessité fait loi. Je veux dire, quelque part, le coût de l'électricité a changé. Il y a eu les événements géopolitiques, il y a eu la rareté de l'énergie. Il y a eu aussi le fait qu'aujourd'hui, ces technologies nous permettent d'aller chercher de l'énergie auquel on ne pouvait pas accéder tout à l'heure. Et puis en dernier, on voit aussi ce côté, l'innovation, c'est pas que la technologie, c'est aussi la manière dont on la met au service de l'industrie. Étant donné que, je veux dire, tous autant que vous êtes ici, tous les 4, je sais que vous proposez des montages financiers, des montages de prestations de projets qui sortent du domaine classique, qui n'est pas le domaine je vends une machine, on prend un emprunt et puis maintenant vous vous débrouillez avec et puis au mieux je vous fais un peu de maintenance. Non, il y a vraiment des contrats de service avec de la fourniture d'énergie, avec peut-être des fois un peu d'astuce aussi pour assurer l'industriel et étaler un petit peu la performance dans le temps et pouvoir sécuriser aussi son investissement. Donc je pense aussi, ça c'est un aspect aussi à garder en tête, c'est-à-dire que ces innovations technologiques s'accompagnent d'innovations d'usage et de mise en place chez les industriels, parce qu'eux aussi, les industriels, ils sont soumis à un contexte nouveau de volatilité des prix de l'énergie, de conditions bancaires ou boursières différentes, et peut-être qu'eux aussi ont besoin de cette innovation d'application. Donc merci pour tous ces aspects. Maintenant, j'aimerais vous poser une question sur, alors peut-être la question qui fâche un petit peu, mais au contraire qui va ouvrir des portes, qui est de se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui
les solutions que vous proposez, ou même d'autres solutions innovantes qui seraient proposées par d'autres sociétés, ne sont pas communément déployées chez les industriels. Pourquoi, quand on va chez les industriels, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions qui peinent à être mises en place, des solutions encore au gaz, des solutions encore carbonées, qu'est-ce qui ferait que demain, vous pouvez mettre le coup d'accélérateur et avoir au moins une de vos solutions dans toutes les industries de l'Hexagone. Voilà. Alors, je vais parler de 3 choses, et je vais d'abord commencer par la volonté des gens. Et quand on parle dans les industries, il y a souvent l'image, le cliché des vilains industriels qui polluent, etc. Et en fait, je ne sais pas s'il y a des industriels dans la salle, mais c'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des gens sont très contents, au contraire, d'aider. La plupart des gens voudraient pouvoir avancer sur des projets. Il y a des problèmes structurels qui empêchent un projet d'avancer ou de normes, on y reviendra. Mais ça n'est pas la volonté des industriels d'avancer. Et ça, c'est essentiel parce qu'à partir de ce moment-là, on peut tout faire. Vu de ma fenêtre, et mes collègues, je pense, arriveront avec d'autres points, il y a 2 problèmes principaux. Si je reviens un petit peu sur la question de l'innovation, on a vu qu'il y a beaucoup de changements structurels qui sont arrivés relativement récemment, hein, le CO2, le réchauffement climatique. Et donc les industriels, comme tous les gens sensés, sont d'abord partis sur les solutions a priori faciles, les solutions rapides, les solutions qui ne demandaient pas trop d'argent et qui permettaient de montrer des résultats rapides. Réduire les consommations, augmenter l'efficacité énergétique, changer une ampoule ici, rajouter des échangeurs là, récupérer. Tout ça, ce sont des choses qui existaient depuis longtemps, qui n'étaient pas mises en place. Et Stéphane est encore en train de le dire, on rentre à chaque fois dans une usine, il y a encore plein de choses à faire. Et donc, il est évident que c'est par là qu'il faut commencer. Et donc, une des raisons, et c'est plutôt une bonne chose, du fait qu'on ne vend pas des milliers de systèmes partout, c'est aussi parce que beaucoup d'industries sont déjà encore en train de finir leur premier plan d'installation d'efficacité énergétique. Le deuxième point, et c'est pour moi le point majeur, je laisserai mes collègues discuter de leur partie, c'est aujourd'hui les industriels, comme les agriculteurs au passage, hein, il y a des rapports récents qui le montrent, veulent bien décarboner, veulent bien prendre des risques, mais il faut que ça soit des risques qui soient limités. Il faut que ce soit quelque chose qui ne mette pas en jeu la rentabilité de l'entreprise. Et il faut que ce soit quelque chose qui soit faisable, mesurable. Et au passage, mesurable, on y reviendra, il faut déjà qu'ils aient mesuré. Souvent, on se rend compte qu'ils ne l'ont pas fait. Et donc, le meilleur moyen aujourd'hui d'avancer, c'est quoi? C'est de passer sur un mode hybride. On commence d'abord par un petit projet sans mettre à mal le procédé de production. Comme ça, s'il y a un problème, le procédé de production n'a pas été affecté. On vérifie la validité des modèles économiques et on avance. Et ça prend du temps. Et je pense que la question n'est pas vraiment de savoir si ça va se passer, mais la question est de savoir quand est-ce qu'on va le voir vraiment arriver. Et je voudrais terminer juste en disant quelque chose, c'est il faut aussi mesurer le risque. Le risque, c'est quoi? C'est quand j'ai plus de gaz, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai plus d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un coût qu'il faut aussi valoriser maintenant, parce que dans 5 ans, quand il n'y a plus de gaz ou quand il n'y a plus d'électricité c'est à ce moment-là qu'il sera trop tard. On parle de résilience. On parle de résilience. Alors effectivement, il y a un certain nombre de freins qu'on essaie de lever. Donc, comme tu le soulignais, souvent les industriels connaissent mal leur consommation. Alors, ils s'achètent des études un peu dans tous les sens pour évaluer les potentiels décarbonation. Et c'est très bien, c'est mieux que de ne pas le faire. Mais souvent, c'est des rapports qui restent un peu lettres mortes. Et quand on se plonge dedans, on découvre qu'il y a plein de choses à faire qui ne sont pas faites parce que parfois les solutions elles n'ont pas été présentées. Donc en fait, nous, il y a le premier point, c'est la méconnaissance du potentiel d'économie d'énergie. Deuxième point, c'est la frilosité par rapport au process, parce qu'effectivement, si on produit des pièces aéronautiques, par exemple, tout est spécifié, tout est certifié, même la façon dont on cuit le morceau de fer qui sert à faire la pièce qui tient l'aileron. Enfin, c'est un peu effrayant, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, c'est le manque de visibilité des industriels. Donc en fait,
faut être très créatif, effectivement. Ça rejoint ce que disait Stéphane. C'est le lien entre... il y a plein de contraintes. Et comment on fait, au-delà de l'innovation techno, comment on fait pour être encore plus innovant dans la façon d'apporter une prestation, en fait, ou vraiment qui répond clé en main. C'est-à-dire que dès le premier jour, où on installe une solution chez l'industriel, elle doit réduire les consommations, elle doit décarboner, elle ne doit pas en plus engager l'industriel sur... nous, c'est ce qu'on perçoit. Alors, c'est un peu antinomique avec ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que nous, en fait, quand on annonce des prix d'énergie sur 10 ans, les gens nous disent, mais 10 ans, c'est dans longtemps. On ne sait pas ce qu'on sera dans 10 ans. Donc, en fait, il faut être capable de s'adapter en permanence. On parle d'aversion au risque, j'en suis totalement conscient et je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Je pense qu'il y a le risque financier si on prend par exemple nos voisins européens et le prix de l'énergie qu'on a actuellement en France, c'est vrai que la balance fait que actuellement tout ce qui va être lié au heat to power notamment est peut-être pas perçu comme rentable à l'instant T, mais on n'a qu'à voir ce qui a pu se passer à horizon 2022 et le bouleversement qu'a connu l'Europe. Il n'y a pas besoin d'aller loin côté UK ou alors en Allemagne, avec des prix de l'énergie qui ne sont jamais revenus au seuil qu'ils ont connu avant, qui permettent à horizon même court moyen terme d'entrevoir des rentabilités importantes avec ce genre de système. Et après, il y a la version au risque technique où on peut être vécu comme intrusif par rapport au process, mais c'est pas totalement la vérité. En fait, technologie innovante ne veut pas toujours dire intrusive sur les process. On peut très bien cumuler même sur les installations existantes des systèmes simples et des systèmes automatiques qui ne requièrent pas forcément de temps opérateur pour être manipulés, pour générer des revenus, pour générer de l'énergie sur place et de surcroît de l'énergie décarbonée. Donc ça, c'est important. Et je pense qu'il y a des montages, on parlait un petit peu d'ingénierie financière juste avant, il y a des montages simples qui peuvent mettre à disposition ce genre de technologie chez les industriels dès maintenant. Si je prends un petit peu la coupe d'Enogia, et je pense que vous proposez aussi plus ou moins la même chose à gauche et à droite, on a un montage de financement qui nous permet de mettre à disposition nos machines sur des durées de 10 à 20 ans en vendant en fait un mégawattheure à un prix stabilisé ou à un prix inférieur à celui du réseau, en se corrélant justement au prix d'achat de l'énergie et tout en faisant un montage déconsolidant pour le coup. Donc il y a déjà des solutions en place, des solutions financières en place qui permettent justement d'accélérer ce genre de projet. Et dans un contexte où on a pas mal d'aides qui existent en France, on n'a pas parlé d'ADEME, mais il y a des aides qui existent actuellement via l'ADEME pour accélérer ce genre de projet. Que le client final, que l'industriel soit porteur du projet ou que nos sociétés, si on fait le choix justement de financer ce genre de projet, portent le projet, c'est à disposition. Ou alors les C2E également, on n'a pas discuté non plus, mais c'est en vecteur d'accélération de nos solutions. Des fiches C2E existent, sont disponibles actuellement et permettent de très facilement justement pouvoir accélérer la rentabilité de ce genre de projet. Stéphane, comment casser les freins ? C'est toujours moi qui termine, donc c'est super, ils ont tout dit. Ça fait un peu les remerciements aussi à la fin de la table. Je vais penser comme tous les copains. Alors moi, je vais vous dire juste un truc. Moi, je suis dirigeant aussi. C'est super dur de prendre ce type de décision. Le process décisionnel. Il y a du risque. On n'est pas tout seul à décider. Il y a des actionnaires. Il y a une chaîne de décision selon l'industrie. Puis un autre truc aussi tout con. Mais je vais encore parler de temporalité, mais les impacts ou le retour sur investissement, ce n'est pas forcément les décideurs qui le verront. Vous décidez, mais vous ne serez peut-être pas forcément là pour en tirer profit à un moment ou à un autre, ou ne serait-ce qu'avoir la satisfaction de l'avoir mis en œuvre. Donc c'est quand même pas évident. Et pourtant, il y a un truc qui tape à la porte en permanence, c'est le monde va à toute vitesse. Il n'est jamais allé aussi vite. Avant, on disait oui, je fais une stratégie sur 3 ans, 5 ans, 8 ans, des trucs de dingue. Là, c'est tous les jours le changement. C'est en permanence. Le changement, c'est la vie. C'est une perpétuelle évolution. Ça n'existait pas, ça, il y a quelques années non plus. C'est né avec le CO2, je crois. C'est une blague. Donc évidemment, cette prise de décision, elle est extrêmement difficile. Du coup, qu'est-ce qui vient, de mon point de vue, au-dessus de cette prise de décision et vient supplanter même cette approche d'innovation, c'est ma propre conviction. Et je vous pose la question, comme je me la pose moi, en l'occurrence, ce qui m'a fait venir dans ce secteur, c'est cette question que je me suis posée. Quelle histoire j'ai envie de raconter à mes enfants ou à mes petits-enfants ? Quand j'avais entre les mains la capacité à prendre des décisions, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai rien fait ? Est-ce que j'ai tenté ? Est-ce que j'ai pris des risques ? Est-ce que j'ai tout mis sur la table ? Est-ce que j'ai essayé d'aller au bout de mes convictions ? Ou est-ce que j'ai reculé d'un pas en disant « Attends, je vais vérifier que la techno marche,
Ce type m'inspire moyennement confiance, c'est pas dit qu'il est breveté. C'est pas sûr que mon ROI soit à MindPV, soit à 11 ans, 12 ans, 11 ans et demi. Sincèrement, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quelle est notre vraie conviction? Ça doit présider au choix. Et c'est le frein à lever. C'est une belle manière de clore, en tout cas, je trouve. Et je pense que toutes les interventions ont été inspirantes. Moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est à la suite de cette intervention d'aller leur poser des questions, parce que je pense qu'on pourra en discuter ce soir jusqu'à 10h du soir. Et je pense que s'ils ont éveillé votre intérêt, leur poser des questions, qu'elles soient techniques ou même plus générales. Voilà, venez nous retrouver à la fin de l'intervention. Merci, messieurs. Merci. Merci. Merci à tout le monde.